Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'heure de faire le bilan lecture du mois de février. Pour rappel, il y avait ce petit jeu défi de petit mois, petite lecture. Je suis toute seule parce que Morgane n'a pas retrouvé l'envie de lire. C'est pas grave, parce que moi je peux vous dire que j'ai bien lu et j'ai même lu un peu plus que prévu. Je vous montre tout ça, c'est parti. On commence comme d'habitude par les mangas. Et ensuite de série, j'ai remis le nez. Ça faisait un moment dans Spy Family du tome 11 à 13. Je pense que la pause a été bénéfique puisque j'ai pris vraiment de plaisir à retrouver cette fausse famille créée de toutes pièces. Le tome 11 était vraiment chouette. On va se concentrer plus sur les enfants que sur les parents. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Dans le tome 12, j'ai beaucoup rigolé, il y avait des petites touches d'humour, ça m'a fait trop plaisir de repasser un bon moment dans cette série. Et puis en plus, c'était plutôt cool à suivre puisqu'il y avait la présence d'une taupe. Celui-ci est également très bien passé. Un peu moins convaincu par ce tome 13, voilà, on est retombé un peu dans des mini-histoires sans grand intérêt, mais voilà, avec toujours cette petite touche d'humour. On a un peu appris à découvrir d'autres personnages secondaires, notamment les collègues de Yor. Pourquoi pas? Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai apprécié ma lecture. J'ai lu le tome 6 de Hirayasumi de Keigo Shinzo et que dire à part répéter que c'était encore une fois un tome excellent. Ici, Hiroto va prendre un nouveau départ et se lancer dans un nouveau projet. Malheureusement, quant à elle, sa cousine, elle est pas au meilleur de sa forme. Baisse de motivation, baisse de morale. Et voilà, ça va être comme d'habitude leur petite vie. Et toujours avec une super morale. Là, en l'occurrence, se dire que parfois, c'est bien aussi de faire des choses qui peuvent paraître inutiles. Mais quand on les fait avec passion, ça apporte toujours quelque chose. Donc, c'était vraiment encore une fois très très chouette. Il me tarde d'avoir le tome 7. On passe au one-shot. Et comme prévu, j'ai fait la lecture d'un Boys Love avec A Beautiful Sunny Day. C'était une lecture sympathique, assez fluide. On va y suivre ce personnage qui a une petite entreprise où il répare des objets. Il vient même les récupérer jusqu'à chez vous, donc de toutes ces vieilleries que vous ne voulez plus. Lui, il va leur redonner une seconde vie. Et il va recueillir un autre homme avec qui, de base, c'était pas forcément un super feeling. Mais au fur et à mesure, ils vont collaborer et travailler ensemble. Vous vous en doutez, ça va aller un peu plus loin que ça. Donc sur le principe, j'ai bien aimé l'histoire de ces deux acolytes qui vont tenter de réparer des objets. Par contre, le dessin, c'était vraiment pas du tout ma came. Des fois, je trouvais que notre protagoniste principal, limite, il avait des têtes de pervers bizarres. Alors que voilà, il y avait rien dans ce sens-là. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé les dessins. C'était vraiment très bizarre. Sur ce point-là, c'est pas trop passé avec moi, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne découverte. Voilà, je sais pas si je vais relire de sitôt un manga de ce genre, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir lu. On passe à une lecture que j'ai adorée. C'est en 2 tomes, c'est chez Nueve Graphics. Il s'agit d'une brève histoire de Robo Sapiens avec ses covers incroyables et à l'intérieur, c'est vraiment très particulier. On va y suivre plusieurs histoires qui vont s'entremêler entre des robots et des humains. Et au fur et à mesure, on va voir la place de plus en plus importante que vont prendre les robots, les dangers que ça peut amener, les progrès et les évolutions très intéressantes également. Et ce style graphique vraiment singulier, ça vous plonge dans une ambiance qui est vraiment hyper particulière. Même si je vous cache pas que j'avais pas compris en fait que ça allait être plusieurs histoires courtes. Donc au début, j'étais un peu déçue. Et le tome 2 m'a fait complètement changer d'avis. Puisqu'ici, en fait, on va retrouver des personnages qu'on avait déjà vus beaucoup d'années plus tard. Et là, ça prend un tout autre sens. Et même dans la construction du récit et du livre en lui-même, c'était hyper intelligent comment ça a été fait, puisque autant le premier tome est assez long à lire, etc. Faut quand même s'acclimater au graphisme, mais alors autant le tome 2, il se lit hyper vite et voilà, il y a tout un
parallèle avec le temps qui passe de plus en plus vite. C'était ultra intéressant, c'est vraiment, je trouve, un ovni, en tout cas dans tous les mangas que j'ai lus. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture carrément atypique et j'ai beaucoup aimé. Je pense même que quand je le relirai, j'en comprendrai d'autres choses, j'interpréterai ça sûrement différemment. Mais il y a également cette question autour des robots qui peuvent également avoir peut-être plus de sentiments que les humains, etc., que j'aime énormément. Si vous êtes en recherche d'une lecture complètement à part et que vous aimez bien un peu tout cet univers robotique, intelligence artificielle, etc., il faut y aller. Et je me suis lancée dans une nouvelle série. Je devais lire les 3 premiers tomes. J'en ai lu 5. Il s'agit de Perfect World, donc avec son tome 1, 2, 3, 4 et 5. Vous l'aurez compris au vu des couvertures, mais ici, on va y parler de handicap, puisqu'on va y suivre Kawana, cette jeune fille qui se rend à une soirée entre collègues. Et là, elle est surprise de retrouver son amour de lycée, à qui elle n'avait jamais avoué ses sentiments, mais ça lui fait super plaisir de le revoir. Et il a quelque peu changé, puisque suite à un accident, il est désormais en fauteuil roulant. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Je trouve que l'histoire avance vite. La romance aussi avance vite, vous en doutez. Peut-être un peu trop vite. Il y a évidemment pas mal de choses qui sont ultra intéressantes, comme par exemple les risques, mais également toute cette question autour du regard des autres sur soi, toutes ces petites habitudes auxquelles nous on fait pas trop attention et qui pour les gens concernés sont vraiment très difficiles à vivre. Les difficultés d'accès à certains endroits, etc., etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, arrivé tome 4 et 5, pour moi, ça va trop vite. C'est la première fois que dans un manga, je trouve que c'est un reproche, mais il se passe trop de choses. Il leur arrive beaucoup trop de problèmes en même temps. Ça perd un peu de son réalisme, je trouve. Donc, je vais quand même continuer, parce que c'est en 12 tomes. Donc j'ai quasiment lu la moitié. J'ai envie de savoir d'ailleurs quand même comment ça va se finir pour eux. Mais il y a ça qui m'a gênée. Et leur entourage, sa famille à elle, je la plains parce que ils ont vraiment pas été très sympathiques. Quant à lui, c'est l'infirmière qui s'est occupée de lui pendant sa convalescence à l'hôpital, etc., que je trouve absolument insupportable. J'ai envie de la tarter de toute façon à chaque fois que je la vois dans une case. Donc non, pas très fan des personnages secondaires, mais je les trouve eux deux en tout cas plutôt touchants. Et voilà, c'est une thématique qui me plaît quand même beaucoup. Je pense que ça peut quand même plutôt sensibiliser les gens qui n'ont pas de personnes en fauteuil roulant parmi leurs connaissances. Mais j'espère que ça va pas essayer de trop en faire, parce que là déjà ça partait un peu en cacahuète. Faut pas non plus abuser, quoi. On passe désormais au BD. Et ensuite de série, j'ai lu le tome 4 des enquêtes d'Enola Holmes, Le secret de l'éventail. C'était sympathique. L'histoire m'a peut-être un peu moins tenue en haleine. Quoique, vu qu'on voit ses frères à Enola et que Leto se resserre sur elle, c'était quand même plutôt pas mal. On a tout un concept de message codé avec une femme qui est séquestrée. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça tourne peut-être un peu en rond, que on n'avance pas en tout cas assez sur l'intrigue autour de la disparition de sa mère. J'aimerais juste en apprendre un peu plus. Donc j'espère que ce sera le cas dans les prochains tomes. En tout cas, c'est une lecture que je vais continuer, évidemment. Ensuite, j'ai lu le tome 7, Le jour où les liens se tissent. Comment vous dire que j'ai fini ce tome et que je me suis encore dit, ah non, c'est ce tome-là mon préféré. Enfin, ça me fait ça quasiment à chaque tome, donc c'est pour dire à quel point cette série reste excellente sur sa durée. Dans ce tome-ci, on va retracer l'enfance de Clémence, les problèmes familiaux et tous ces sacrifices qu'on peut faire pour ne pas déplaire, alors que c'est pas forcément ces choses-là en lesquelles on croit. Et tout l'impact de l'éducation que ça peut avoir dans notre vie d'adulte après. C'était encore une fois hyper intéressant. On va aussi aborder la solitude, l'amitié, etc. Je le répète, j'en remets une couche, mais lisez cette série de BD. Ça va vous permettre de faire peut-être un peu d'introspection, de réfléchir, que ce soit sur vous, sur le monde qui vous entoure. Donc c'est vraiment excellent. Ensuite, j'ai fait une relecture du premier tome de l'Arabe du futur. Et ça m'a rappelé pourquoi ça faisait quelques années que j'avais la série et que je l'avais toujours pas lu en entier. En vrai, c'est très très long à lire. Il y a beaucoup de textes. Graphiquement, c'est pas spécialement ce que j'aime. Un style assez spécial, les têtes, etc. Mais en tout cas, il y a toute une palette de couleurs qui est intéressante puisqu'on va retracer
la vie de l'auteur Riyad Sattouf à travers ses souvenirs d'enfance quand il a vécu en Libye, puis quand il est revenu vivre en Bretagne pour ensuite repartir en Syrie. Il y a tout un côté politique qui, moi, me gonfle un peu, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Vous allez retracer notamment, par exemple, des coutumes traditionnelles de ces pays-là. En plus, là, ici, on commence dans les années 80, donc ça commence à dater. Il y a des trucs limite, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Donc, c'est intéressant de revoir certaines époques et de découvrir des pays dans les yeux innocents d'un enfant. Mais voilà, je pense que je vais essayer de me faire la série en entière assez rapidement. Peut-être un peu pour m'en débarrasser, pour peut-être que mon avis évolue et change un peu. Parce que pour l'instant, je vous avoue que c'est assez mitigé. Je vais pas vous mentir. Je vois ce qui est intéressant, mais il y a des trucs qui me dérangent. Je suis pas du tout fan de l'humour qu'il y a dans ce livre. On verra bien comment ça évolue avec le tome 2. Et je crois que je m'étais arrêtée là. Il me restera le 3, 4, 5 et 6. Donc bon, on en reparlera bientôt. On passe à une très très bonne lecture avec Appelez-moi Nathan. Je vais pas rentrer dans le détail, on y a dédié une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ça parle de transidentité, c'est extrêmement bien fait si vous voulez en savoir plus sur le sujet, tout en douceur. C'est très joli à l'intérieur, les persos sont très très attachants, donc vraiment, je recommande. En parlant de douceur, en voilà une autre avec Les Fleurs de Grand Frère de Gaël Génier aux éditions Delcourt. Alors là, c'est court, mais c'est sacrément efficace. Je me dis que c'est son premier livre et franchement, il y avait déjà là le talent et j'ai vécu ça un peu comme un préquel à la BD Le Jardin Paris, pour ceux qui l'ont lu. Puisqu'ici, on va y suivre un jeune garçon qui un jour voit des fleurs lui pousser sur la tête. Évidemment, au début, il les aime pas du tout parce que ça le rend différent. Et petit à petit, grâce à sa famille aimante, il va apprendre à les aimer. Et en réalité, s'aimer lui. Avec également son petit frère qui va être fasciné par ces petites fleurs. Est-ce qu'elles lui parlent? Qu'est-ce qu'elles lui disent? Donc en gros, c'est un livre très petit qui va vous parler de la différence avec des dessins absolument magnifiques. Hein. Excusez-moi, mais ça, c'est splendide. C'est poétique, ça va parler du regard des autres sur soi. Franchement, c'est génial et c'est extrêmement bien fait. N'hésitez pas à découvrir ce titre et surtout cette autrice. Et maintenant, il me tarde de découvrir Minuit passé, qui a l'air d'être dans une toute autre ambiance, mais je pense que encore une fois, ce sera vraiment de qualité. En parlant de changement d'ambiance, en voilà une avec Il m'a volé ma vie, d'après le récit de Morgane Selliman. Quelle lecture difficile, waouh! Ici, on va avoir le témoignage de cette femme, puisqu'il s'agit d'une autobiographie, qui s'est fait tout simplement battre par son conjoint, alors que pourtant, tout avait très bien commencé quand elle a rencontré Yacine. Il était aimant, il la mettait en valeur, toujours sur un piédestal, etc. Le vent a vite tourné. Lui qui était pourtant si protecteur, va se mettre à lui faire du mal, d'abord verbalement, puis rapidement, ce sera physique. Morgane, elle rentre dans une spirale absolument horrible. Bref, elle vit constamment dans la peur et les choses s'aggravent puisqu'ils vont avoir un enfant ensemble. Mais on va ensuite y voir son combat pour s'échapper de tout ça. Même graphiquement, je trouve que c'est très bien fait parce que c'est gris, c'est pâle, il n'y a pas beaucoup de vie, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Donc c'est vraiment pour nous faire retranscrire ce qu'elle a ressenti pendant ces 4 ans de calvaire. Non, franchement, c'est extrêmement bien fait. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et la BD en one-shot que j'ai préférée. Moi, tiens, quelle surprise! Il s'agit d'un conte des cœurs perdus. Et il s'agit de Chaussettes, de Loïc Clément et Anne Montel. On y suit un petit garçon qui s'amuse à observer sa voisine, Josette, et surtout son chien Dagobert. Il la regarde de temps en temps et il aime bien aussi voir toutes ces petites habitudes bien précises qu'elle a tous les jours. À savoir, à telle heure, elle part de chez elle avec son chien. Elle passe d'abord à la boulangerie, puis à la librairie pour ne rien acheter, puis chez le boucher, etc. Jusqu'au jour où, tiens, ce matin, Josette n'a pas commencé à l'heure. Elle n'est pas en train de faire son tour habituel. Il y a quelque chose qui cloche.
qu'est-ce que c'est. Donc il va la suivre vraiment tout au long de la journée. Encore une fois, c'est très bien fait, beaucoup d'émotions. J'en dis pas plus, mais découvrez s'il vous plaît cette collection, elle est vraiment géniale. Et enfin, on va arriver à un petit morceau assez spécial. C'est Quentin qui va être content. Alors moi, je l'étais un peu moins quand j'ai commencé par lire le tome 1 de Chaka, donc de la série Wakfu. Puisque ici, je me suis dit, oulala, dans quoi est-ce que je suis tombée, honnêtement. On y suit Yugo et ses amis qui veulent aller à une certaine destination, mais sur la route, ils remarquent une espèce de parc d'attractions assez étrange. Ils disent, bon, bah, on va aller s'amuser un petit peu. Et il s'avérait qu'il était vraiment, vraiment étrange, ce parc. Et avec un propriétaire carrément loufoque, mais un peu flippant, un peu spécial. Qu'est-ce qui se cachait derrière cet endroit? Pourquoi est-ce que cela semble désert? J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers. Je vous l'avais dit, mais la série originelle Wakfu, je connais pas vraiment. À part 2-3 personnages. Et par exemple, Amalia, je connaissais son personnage. Je savais pas qu'elle était aussi relou. Donc après, ils vont avoir des problèmes, etc. Classico-classique. Donc j'étais vraiment, vraiment pas convaincue par ces 2 tomes-là. Même si par contre, graphiquement, je trouve ça hyper joli. On dirait vraiment un film d'animation, mais en papier, c'est ouf. Il y a des super belles couleurs. Donc voilà, c'était globalement ok. Mais heureusement que je me suis pas arrêtée là et que j'ai enchaîné avec le Théâtre Maudit qui m'a nettement beaucoup plus plu. Notre petit groupe va être étonné de tomber sur une troupe qui rejoue leurs exploits, leurs aventures au théâtre. Malheureusement, une étrange malédiction plane au-dessus de ces comédiens-là. Il y en a très souvent un qui disparaît. Et donc, ils vont essayer d'élucider ce mystère. C'était nettement plus sympa. Vous avez des personnages secondaires qui vont avoir un petit passif plus intéressant, avec plus d'émotion. Donc c'est pour ça que là, j'étais un peu plus dedans. Ça m'a vraiment beaucoup plus plu. Et ça a très bien terminé avec la lecture des Kamas de la Soif en 2 tomes. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors que Yugo et ses amis étaient perdus dans le désert, ils vont voir au loin une espèce d'oasis, hallucination ou pas, qu'est-ce que c'est? Ils vont tenter de le découvrir et il va y avoir toute une question autour de la sécheresse et le manque d'eau. Là, on a des couleurs qui sont forcément beaucoup plus chaudes avec le désert, donc vraiment j'en ai pris plein la vue, c'était super. Il y avait du combat, une belle morale à la fin, donc voilà, celui-ci est pour moi, à mon sens, le plus réussi des 3 que j'ai lus. Je sais pas s'il y a d'autres petites BD issues de l'univers de Wakfu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, évidemment, comme je ne connais pas la série originale, j'ai sûrement loupé un max de références, de clins d'œil, etc. Mais c'est ça qui était bien aussi, c'est que même quand vous y connaissez rien, c'est quand même accessible. Et vous pouvez potentiellement y trouver votre compte. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de toutes mes lectures, à me dire toi, qu'est-ce que tu as lu de mieux ce mois-ci en février. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner parce que ça fait toujours super plaisir. Et moi je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!